Ce sont des assassins financiers, c'est-à-dire des gens qui préparent des plans, parce qu'on parle toujours, si la gauche ou si les communistes arrivent au pouvoir, ça va être la fuite des capitaux. Mais c'est en ce moment la fuite des capitaux. Elle est organisée par les capitalistes eux-mêmes. Alors moi, quand je regarde les organisations syndicales agricoles, je m'excuse, mais de la coordination rurale à la FNSEA, ils ont tous le même programme. L'Union européenne, rester dans l'Union européenne, rester dans la zone euro. Eh ben, s'ils se plaisent dans l'Union européenne et dans la zone euro, qu'ils continuent de crever tranquillement. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais pas seulement réaliser le Frexit, pas seulement sortir de l'Union européenne, et c'est surtout qu'est-ce qu'on fait après. Parce que ce qu'on fait après, il faut le prévoir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel entretien sur Kate TV, le premier enregistrement de l'année 2026. Et donc à ce titre, je vous souhaite une très belle année, pleine de santé, de bonheur et surtout d'amour. Et pour ce premier enregistrement de l'année 2026, je reçois également un invité très spécial puisqu'il s'agit de Jean-Loup Isambert. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Kate, bonjour aux internautes qui nous écoutent et mes meilleurs vœux de santé et de belles émissions dans la suite de ce que tu as déjà ouvert. Merci beaucoup. Alors je rappelle Jean-Loup que du coup on va se tutoyer alors puisque tu me tutoies, on se tutoie alors. Je rappelle que tu es journaliste d'investigation indépendant, écrivain et je te reçois pour ton dernier livre qui s'intitule L'enjeu, les souverainistes face à la grande finance aux éditions Libre d'écrire. Alors on va forcément parler de finances ensemble, de système bancaire, d'union européenne, mais également des partis souverainistes. Mais avant de commencer cet entretien, si tu me le permets, Jean-Loup, je vais faire un aparté, un long aparté peut-être. J'aimerais dire aux spectateurs de ne pas oublier de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche, de mettre des pouces et bien entendu de commenter. C'est ce qui permettra à cette vidéo d'être boostée. Et puis cette émission est en partenariat avec la revue géopolitique profonde. Le numéro 30 du mois de décembre est toujours disponible. Vous y retrouverez un article sur la technoscience et l'épigénétique qui redéfinit l'humain par Laurent Ozon, les placements avec la guerre fiscale contre votre patrimoine écrit par Franck Pengam ou encore de la macroéconomie avec un article de Laurent Morel qui nous parle de la mécanique fragile, de la liquidité. Vous retrouverez le lien pour découvrir la revue pendant 7 jours dans la description ou dans les commentaires. J'en ai fini pour cet aparté. Alors, on débute tout de suite cet entretien, Jean-Loup, avec tout d'abord, dans ce livre, tu reviens sur tes 30 ans d'enquête, 30 ans d'investigation dans le secteur de la finance. Je rappelle que tu es l'auteur, entre autres, des livres Le Crédit agricole hors la loi, point d'interrogation, ou encore Crédit lyonnais, la mascarade. Alors tu commences par rappeler les liens entre l'oligarchie, la politique et la finance. Pourquoi débuter ce livre par un rappel de tes enquêtes ? J'ai voulu, pour répondre à la question de l'enjeu, c'est-à-dire la question qui est posée aujourd'hui, c'est de construire une nouvelle société où les richesses vont à ceux qui les produisent. J'ai voulu rappeler d'abord la puissance du pouvoir de la grande finance et faire ensuite l'état des lieux des forces qui prétendent, qui aspirent à changer cette situation. Parce que c'était grande finance, on parle toujours d'oligarchie, on voit, c'est souvent représenté par un marionnettiste un peu qui manipule. Alors c'est un peu ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu le soulignes, j'ai conçu ce livre en 3 parties. Une première partie qui traite de l'état des lieux de la grande finance. Alors ce n'est pas une longue enquête, mais c'est en réalité au travers de mes 30 années d'enquête, d'investigation sur le secteur de la grande finance et ses relations avec le politique, notamment comment elle sélectionne des hommes, comment elle les place à la tête de grandes sociétés transnationales ou au sein de l'appareil d'État. C'est une succession de petits textes de 2 à 6 pages
qui montre différents aspects de ces grandes finances. Les grandes familles, qui sont-elles? Comment agissent-elles? Quels sont leurs réseaux? Parce qu'on a affaire, on voit par exemple le parcours d'Emmanuel Macron est l'exemple même de la symbiose entre la grande finance et le pouvoir politique, l'appareil d'État. C'est un énarque, un inspecteur des finances au départ, et puis il est introduit à la banque Rothschild. Il y est introduit par des gens qui se trouvent dans des cercles et qui passent régulièrement du secteur public au secteur privé. Ce sont les anciens des grandes écoles qui se côtoient entre eux au travers d'une multitude de cercles atlantistes, c'est-à-dire dont le principe est bien évidemment de défendre l'économie capitaliste qui est aujourd'hui en crise profonde. Et Macron est introduit d'abord à la Rothschild, et puis de la Rothschild, des milieux financiers, où il subit un peu, je dirais, une sorte de stage de formation. Il va être introduit à l'Élysée sous François Hollande. Et de l'Élysée avec François Hollande, où il va déjà, dès son entrée, dès son arrivée à l'Élysée, travailler sur le dossier Alstom, parce que c'est cet homme qui plus tard va être nommé ministre de l'économie et qui va donner la branche énergie réseau d'Alstom à la transnationale états-unienne General Electric. Donc, je rappelle tout ça dans le livre, mais c'est une succession d'articles parce que le lecteur sera surpris, je pense, de voir comment, par exemple, des banquiers agissent, font un véritable lobbying auprès d'élus, notamment de députés, de sénateurs, pour arriver à obtenir des lois qui facilitent les intérêts privés de gros actionnaires. Mais c'est valable dans d'autres secteurs. Et pour montrer le pouvoir de la grande finance, je montre aussi, je mets en avant deux aspects. L'un qui est un phénomène qu'explique Jean-François Guéraud, qui est un haut fonctionnaire du renseignement français, qui est spécialisé sur les questions de la criminalité financière, de la criminalisation de l'économie, et qui explique comment des grandes sociétés peuvent en quelques minutes perdre la plupart de leurs actifs. Par exemple, Jean-François Guéraud explique le temps d'un clin d'œil. C'est-à-dire que je te fais un clin d'œil, Kate, ça dure environ 350 millisecondes. Eh bien, il faut savoir que tu as des traders qui travaillent dans des fonds d'investissement qui, le temps d'un clin d'œil, vont réaliser avec des ordinateurs qui sont bourrés de logiciels avec de l'intelligence artificielle, vont réaliser près de 7000 transactions sur les marchés. 7000 transactions le temps d'un clin d'œil. C'est te dire ce que l'on peut faire si l'on veut, par exemple, déstabiliser des entreprises dans le secteur du pétrole au Venezuela. Bon, par exemple. Par exemple, parce qu'il est d'actualité. Et il faut savoir que dans ce système du trading à haute fréquence, THF, comme on l'appelle en acronyme, une milliseconde peut générer environ 100 millions de dollars de gains, mais aussi 100 millions de dollars de pertes. C'est-à-dire que quand tu as plusieurs traders qui agissent au sein d'une entité, d'une structure qui travaille qui est spécialisée sur les fonds d'investissement et qui travaille avec ce type de logiciel, tu peux très bien, et du reste Jean-François Guéraud donne plusieurs exemples, comme tu as pu le voir, que je rapporte dans mon livre, tu peux très bien arriver à déstabiliser des entreprises, y compris comme Amazon ou d'autres, hein. On va y revenir. On va revenir sur le rôle effectivement à la fois des banques et aussi sur le rôle des politiques et notamment dans la mise en place de ces lois qui avantagent énormément les grands groupes. Mais avant, pour rester sur l'oligarchie, et tu l'as dit toi-même, dans ce livre, c'est une succession de petits textes. Donc tu reviens effectivement sur les livrets de famille, les grandes familles qui détiennent tous ces grands groupes, donc Rothschild et Rockefeller notamment, mais tu parles aussi de la corporotacratie. La corporatocratie. Alors oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, il faut le préciser, c'est quand j'interviewe John Perkins, qui est un économiste états-unien, qui a été recruté en 1971 par un groupe qui s'appelle Main, qui est une grande société de consultants à vocation internationale, un peu du style de McKinsey, et qui a en charge de favoriser la présence, la prise de marché, l'acquisition, comme les dirigeants de ces grands groupes appellent cela entre eux, de nouveaux territoires économiques.
C'est-à-dire, Perkins explique que, quelles que soient les conséquences économiques, environnementales, sociales, l'essentiel, c'est de réaliser un profit maximum immédiat. Et Perkins, au départ, est persuadé qu'il s'agit de privilégier, de positionner les sociétés sur des marchés, d'aller voir les dirigeants d'État, des chefs de gouvernement pour leur dire, voilà, nous pouvons moderniser tel secteur, etc. Et au bout de quelques mois, Perkins est convoqué par sa responsable directe au sein du groupe Men, qui est une correspondante des services de renseignement états-uniens, et qui lui dit non, John, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de faire par tous les moyens, de positionner nos entreprises pour acquérir ces marchés. Alors Perkins, tous les moyens, il explique. Ça commence par la corruption. Quand la corruption ne marche pas, on passe à la déstabilisation de l'État. Quand la déstabilisation ne va pas, eh bien, on va carrément, on tente des coups d'État. Ou, par exemple, quand on a essayé de corrompre des Vénézuéliens pour s'approprier des entreprises et que ça ne fonctionne pas, on enlève le président du Venezuela et on construit toute une histoire pour essayer de justifier cet enlèvement avec l'objectif de s'approprier le secteur économique concerné, à savoir le secteur pétrolier et le secteur du minerai dans le cas présent. Mais je veux dire, ce n'est pas nouveau pour les États-Unis. Parce que la corporocratie, déjà dans les années 20, c'est-à-dire au moment où commence l'impérialisme, c'est-à-dire quand tu as où les banques deviennent propriétaires du capital industriel, tu as déjà les États-Unis, par exemple, vont envoyer des navires au large des côtes de Haïti. Des Marines vont débarquer, ils vont s'emparer de toutes les réserves d'or de la Banque de Haïti, ils vont tuer les Haïtiens qui s'y opposent, ils vont chasser les Français et ils vont instaurer une dictature pour piller le pays, parce qu'il y a des richesses à Haïti, il y a des richesses dans le sous-sol, il y a des richesses agroalimentaires, etc. Comme ils ont essayé de le faire plus tard à Cuba. Et là, ils ont échoué parce que l'armée et le peuple étaient soudés. Donc, tu as c'est là que prend naissance la corporatocratie. Et quand j'en discute, Perkins me dit, parce qu'il y a l'oligarchie économique et financière, qui sont les dirigeants des grandes sociétés transnationales, mais ils ont besoin du soutien économique, financier, politique, diplomatique, militaire de l'État, qu'ils ont façonné eux-mêmes pour servir leurs propres intérêts. Et la corporatocratie, c'est la rencontre donc entre les dirigeants des grandes sociétés économiques et financières, des grandes banques, des sociétés transnationales, avec les représentants des États, principalement des représentants de la présidence, des représentants des principaux militaires, à savoir essentiellement tout ce qui touche à la finance, l'économie, le renseignement, le militaire. Voilà, ça c'est la corporatocratie, et c'est là que sont décidés des plans à long terme pour essayer de s'accaparer les richesses des États. Par exemple, la guerre en Ukraine, la plupart des intervenants font commencer la guerre en Ukraine en 2014, mais en réalité, ce que l'on connaît en 2014, la déstabilisation du gouvernement ukrainien, elle commence bien avant. Elle commence dès les années 1950, et je rappelle du reste dans le livre, une succession de rapports de la CIA qui ont été déclassifiés il y a quelques années, en 2016 ou 2018, et ce sont des rapports de la CIA qui ont été qu'ont trouvé des journalistes d'investigation états-uniens et qui les ont mis en ligne. Et alors, ils n'ont pas pu tout mettre en ligne parce que ces rapports, ce sont des milliers de pages. Mais qu'est-ce que ça concerne, ces rapports? Ça concerne toutes les opérations qui ont été menées par la CIA avec l'appui de services français, anglais, allemands, les mêmes que l'on retrouve aujourd'hui contre la Fédération de Russie, au travers de l'Ukraine, afin de déstabiliser l'Ukraine, pour faire de l'Ukraine une place forte des États-Unis en Europe, afin, par la suite, d'attaquer bien évidemment la Fédération de Russie.
Et ces rapports, c'est expliqué noir sur blanc, ça, parachutage d'armes, sabotage économique, et puis aussi corruption, tentative de corruption, mais également avec l'objectif évidemment de renverser les gouvernements ukrainiens qui se succèdent. Et il y a des illustrations dans ces rapports qui expliquent très bien, où l'on voit transparaître la volonté des États-Unis de faire de Kiev une plateforme, oui, pour attaquer par la suite la Fédération de Russie, avec bien sûr la volonté d'imposer l'OTAN, qui n'est que le bras armé des États-Unis, pour pouvoir mener une guerre contre la Fédération de Russie. C'est ce à quoi nous assistons actuellement, et nous sommes passés à un stade supérieur avec l'attaque contre la résidence du président Poutine en Russie. Et je pense, comme tu as pu le voir, qu'il y aura évidemment une réplique de la Russie qui, à mon avis, ne sera pas que diplomatique. Et alors, cette corporatocratie, c'est là, ce sont ces gens-là qui préparent les plans. Parce que ce dont ne parlent pas les médias occidentaux, ou pratiquement pas en ce moment, tout le monde parle de la guerre, des milliards d'euros et de dollars qui sont donnés par l'administration des États-Unis et par l'administration de l'Union européenne, qui sont donnés au gouvernement, à la dictature de Kiev, qui est le régime. À Zelensky même, hein, voilà, on peut le dire, Zelensky voilà, le régime le plus corrompu d'Europe, et qui est la seule armée au monde à avoir incorporé des groupes néo-nazis au sein de ses bataillons. Donc c'est ça que soutient M. Macron. Du reste, s'il avait un peu de courage, Emmanuel Macron, il porterait la croix gammée au revers de son veston. Ça ne veut pas dire ça fait pas de lui un nazi, mais il les soutient. Il les soutient en livrant des armes à une armée qui a incorporé des groupes néo-nazis et qui se livre à un génocide contre les populations ukrainiennes qui sont russophones. C'est-à-dire que si la France était une démocratie et si la justice fonctionnait normalement, le président Macron devait être traduit devant les tribunaux pour crime d'agression. C'est comme ça que ça s'appelle dans le droit international. Mais bon, on voit bien que Emmanuel Macron, déjà quand il a fait sa campagne en 2017, il prétendait vouloir bombarder la Syrie même sans mandat de l'OTAN. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il applaudisse le rapt qui a été fait du président vénézuélien par l'administration Trump. Donc voilà, c'est pour te dire que en ce moment, on parle beaucoup de tout ce qui se passe au travers sur l'Ukraine, par exemple, au travers des fonds qui sont donnés, des armes qui sont livrées. Mais dans un conflit à longue durée comme celui-là, les armes, évidemment, ce sont quelques milliards d'euros et de dollars, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la dette que vous fabriquez à l'État. Parce que, comme me l'a dit Perkins quand j'en discute avec lui, il m'a dit, Jean-Loup, il faut bien que tu dises, quand tu fais des interventions, les gens croient que c'est de l'argent que l'on donne à la dictature de Kiev. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Il me dit, ce sont des prêts. Parce que quand tu fais un conflit à longue durée comme ça, l'essentiel, ce ne sont pas les armes, ce sont les prêts que tu fais à l'État. Et prêts, pourquoi? Parce qu'il va devoir les rembourser à un moment ou à un autre. Et comme il ne pourra pas les rembourser financièrement, ces prêts, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, vous comprenez, vous ne pouvez pas rembourser l'argent que nous avons prêté pour mener cette guerre, vous avez échoué dans la guerre, maintenant il faut que nous récupérions l'argent que nous avons que nous vous avons donné. Ce sont des prêts, tout ça est bien précisé. Et comme l'État ne peut pas rembourser, écoutez, là, vous avez le secteur des transports où nous avons notre société qui peut intervenir pour reconstruire et moderniser, ce qu'ils ont fait détruire quand même auparavant. Dans le secteur l'hôpital, dans le secteur agroalimentaire. C'est pour ça que depuis 2016-2018, vous avez la banque Rothschild qui organise dans plusieurs capitales de l'Union européenne, ça varie selon les années, essentiellement sur Londres, la branche Rothschild de Londres, qui est la plus active en la matière, qui organise des réunions avec des investisseurs privés et des représentants de certains États, des hauts fonctionnaires et des politiciens, bien sûr. L'objectif, c'est quoi? C'est de se partager l'économie ukrainienne.
parce que la dictature ne peut pas rembourser les prêts qui lui ont été faits, donc on va se payer sur la bête, comme on dit grossièrement. Hein. Et ça, et donc vous avez, c'est comme ça que tu as Dupont de Nemours, Monsanto, Cargill, et puis d'autres, quelques Français, par exemple, comme Xavier Niel, qui viennent apporter leur soutien à cette dictature en récupérant des marchés que l'économie ukrainienne ne peut plus assurer. Alors tout ça, bien sûr, sous couvert de modernisation, de restructuration et de développement. Hein. C'est le vocable, c'est la propagande économique qui est utilisée, le vocable qui est utilisé pour dire que l'on va aider ce pays à construire une nouvelle démocratie, comme ils l'ont construit en Libye, comme ils l'ont construit en Tunisie, comme ils l'ont construit en Irak, comme ils l'ont construit en Syrie, avec les résultats que l'on connaît aujourd'hui. Alors le plus grave aujourd'hui, les Européens ont du mal à s'en rendre compte quand même, c'est que ça se passe quand même au cœur de l'Europe, aux portes de la Fédération de Russie, et que je pense que... et c'est pour dire, je le montre dans le livre quand je rapporte les propos de John Perkins, et il qualifie ça, ce sont des assassins financiers, c'est-à-dire des gens qui préparent des plans. Alors, ils sont présents dans les banques, ils sont présents, ils se déplacent sur le terrain. Par exemple, au Maroc, ils interviennent dans des organisations sous couvert d'organisations humanitaires, mais ils repèrent les marchés, les terres agricoles, les gros groupements, les gens qui sont susceptibles de servir les intérêts de sociétés transnationales au sein de l'appareil d'État. Et dans d'autres pays arabes, ils procèdent de la même façon. Selon les capitales où ils se rendent, selon les pays où ils vont, ils sont soit en costume cravate, soit en humanitaire, parfois même en journaliste. Donc, c'est pour dire que ce sont ces gens-là qui préparent les plans, que cette corporatocratie après va donner son feu vert pour dire, par exemple, non là, certains diront non, le Venezuela, on peut pas se permettre d'enlever le président comme ça, on risque d'avoir des graves conséquences. Ils ont par ailleurs le soutien des BRICS, de la Chine, de la Russie, etc., de l'Inde. On peut pas. Et puis d'autres vont dire si, il faut tenter, enlevons le président, et puis on va noyer tout ça dans un flot médiatique en faisant passer le Venezuela pour un État narco-terroriste. Et nous sommes les sauveurs, les constructeurs de la démocratie, etc. Bon, il y a guère que Macron ou la vice-présidente du Rassemblement national, Sébastien Chenu, pour applaudir à ce coup d'État, quoi. Ce qui en dit long, du reste, sur les affinités entre le Rassemblement national et le pouvoir minoritaire qui est actuellement à l'Élysée. Est-ce que ces oligarques sont nombreux, finalement? Est-ce qu'ils sont si nombreux sur la planète? Non, alors je donne un état de ces sociétés transnationales et de ces oligarques, mais ce sont quelques milliers de personnes. Parce que tu les retrouves souvent dans un tas de filières. Je veux dire, tu as les grandes sociétés transnationales et puis tu as différents domaines d'intervention de ces sociétés transnationales. Au départ, elles étaient spécialisées sur un secteur. Par exemple, on le voit avec le groupe Bolloré en France. Au départ, c'était le transport, la logistique, principalement sur l'Afrique. Et puis là, tu as une recomposition du capital du groupe Bolloré, décidé par Bolloré pour soutenir l'extrême droite en France et essayer de faire de réunir la droite pour sauver leur régime, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Ils savent qu'ils sont minoritaires, il n'y a plus que la répression qui compte. Donc, et tu as donc une succession de filiales qui se développent sous forme de agences de publicité, prise de participation importante dans des médias, Europe 1, CNews, JDD, etc. Et tu as donc, si tu veux, quelques milliers d'oligarques au niveau mondial qui sont à la tête de grandes sociétés, de sociétés transnationales avec différents corps de métier. Et je donne des exemples, par exemple, dans le domaine agricole où tu as juste 3 ou 4 sociétés transnationales qui se partagent le marché des semences, par exemple. Donc c'est pour dire que c'est un pouvoir très réduit et ceux qui sont à la tête de ce pouvoir veulent non seulement conserver leurs privilèges, mais ils veulent continuer de s'enrichir. C'est-à-dire que et ils ont besoin donc de concentrer leurs richesses. Les rachats d'actions que l'on voit en fin de bilan chaque année, par exemple dans les sociétés du CAC 40, ce n'est ni plus ni moins que les principaux propriétaires des groupes qui s'accaparent gratuitement, qui renforcent leur pouvoir au sein de ces groupes en rachetant des actions.
Donc ça leur coûte pratiquement rien, mais ils augmentent leur zone d'influence. Et tu as par exemple, dans un tas de domaines, tu vois ces mêmes phénomènes se reproduire dans toutes les bourses mondiales, toutes les bourses financières, hein, pas les bourses du travail. Là, c'est autre chose. Mais donc, si tu veux, il était important pour moi de montrer la puissance de la puissance de cette oligarchie économique et financière pour dire, et en face, qu'est-ce que nous avons? Alors, quelques chiffres. Alors, 2 chiffres, je vais citer 2 chiffres, hein, qui apparaissent dans ton livre et je te cite, tu dis: «Les oligarques sont à la tête de 2 000 entreprises qui réalisent 44 206 milliards d'euros de chiffre d'affaires et possèdent 202 milliards d'euros d'actifs». Donc effectivement, ils sont très peu nombreux, on va dire, à se partager, la part du gâteau. Oui, et alors en plus de ça, tout à l'heure j'ai parlé des moyens techniques qu'utilise cette oligarchie économique et financière euh, pour, euh, euh, pour s'approprier les richesses qui sont produites, mais au travers des fonds d'investissement, par exemple. Ou d'opérations qui sont menées avec des agents d'ingérence comme Emmanuel Macron qui a donné Alstom, qui a laissé rentrer McKinsey au sein de l'administration française pour des missions que pouvaient très bien réaliser les fonctionnaires français qui avaient les compétences de ces missions. Mais tu as à côté de ça les paradis fiscaux qui sont aujourd'hui, alors je dresse un tableau, tu as vu en plusieurs articles très courts, de différents aspects de fonctionnement de ces paradis fiscaux. Et oui, c'est un milieu où il n'y a pas de transparence. Il faut dire que c'est à coup d'opacité et de trucage dans les montages financiers aussi. Exactement. Alors, je me suis basé notamment sur le rapport du Tax Justice Network. Alors, le Tax Justice Network, alors on ne voit pas souvent apparaître le nom du Tax Justice Network dans les médias occidentaux et surtout pas dans les médias français. Puisqu'ils sont la propriété à 90% de ces groupes, de ces sociétés transnationales des milliardaires. C'est une organisation qui a été lancée en Angleterre en 2003, pardon, et qui regroupe des économistes, des chercheurs, des spécialistes de la fiscalité, des professionnels de la grande finance, des avocats, des analystes, bref, une succession de gens qui sont spécialisés sur les questions économiques et financières. Et le Tax Justice Network, le TJN, donc, il produit chaque année un rapport sur l'état de la finance, des économies et du rôle des paradis fiscaux. Et il lutte pour la transparence de gestion, justement, la fin des paradis fiscaux et la reprise du contrôle par les citoyens des systèmes fiscaux progressifs et redistributifs à l'échelle mondiale. Ils sont implantés dans 60 pays. Ils travaillent avec les administrations fiscales et avec leurs homologues dans chacun de ces pays. Et dans ce rapport, le rapport de 2024, le 2025 n'est pas encore publié, que je publie dans le livre, hein, dans l'enjeu, ils mettent en évidence que chaque année, l'oligarchie économique et financière transfère près de 1458 milliards d'euros dans les places offshore. Alors, il faut savoir que ces milliards d'euros, ce sont des bénéfices qui sont réalisés par les entreprises, par les sociétés transnationales, qui devraient retourner au développement de ces sociétés transnationales, c'est-à-dire amélioration des conditions de travail, modernisation de l'outil de production, développement des coopérations, augmentation des salaires, etc., etc. Mais non. Et en plus, ça fait perdre chaque année aux États des milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros pour certains États, pour leur développement économique, parce que ils mettent au point par tout un tas de stratagèmes. Alors, j'explique très rapidement et de manière, je pense, assez claire. Alors on appelle ça rendre la trésorerie agressive, compétitivité, on peut recouvrir ça, toutes ces manipulations, parce que c'est de ça dont il s'agit, d'un tas de termes. Et tu as vu que j'explique qu'il y a des avocats, il y a des juristes qui sont complices de ce pillage de l'État. Parce que l'évitement fiscal en France, c'est légal. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux transférer une partie de tes bénéfices
que tu as réalisé sur le sol français avec le travail des salariés, d'intervenants français, dans une place offshore où ça va échapper complètement aux acteurs de l'entreprise, y compris aux petits administrateurs. Hein, il faut voir comment j'ai en mémoire cette image des actionnaires d'Alstom, pour la plupart, hein, en train d'applaudir à la donation de la branche énergie réseau d'Alstom à General Electric. Eh bien, je serais curieux de les voir, de savoir aujourd'hui ce qu'ils en pensent, alors que Alstom a été dépecé de l'un de ses principaux atouts économiques. Et ces milliards d'euros donc qui partent dans les places offshore et qui évitent le fisc, ça fait perdre. Le Tax Justice Network a évalué que cette évasion fiscale, parce qu'on parle toujours, si la gauche ou si les communistes arrivent au pouvoir, ça va être la fuite des capitaux. Mais c'est en ce moment la fuite des capitaux. Elle est organisée par les capitalistes eux-mêmes, puisque cette fuite des capitaux qu'ils organisent, avec la complicité, comme je le montre dans le livre, d'avocats, de juristes, d'experts comptables, etc., notamment principalement des cabinets anglo-saxons, elle fait perdre environ 466 milliards d'euros de recettes fiscales aux États, dont 225 pour l'Union européenne et 24 pour la France. Et je précise, en m'appuyant sur les chiffres qui sont fournis par le Tax Justice Network, par ces experts, que ces 24 milliards d'euros perdus chaque année par la France, c'est un chiffre minima. Parce qu'il y a eu des calculs qui ont été faits au niveau de la Banque mondiale et ils arrivent à des chiffres qui sont 4 à 5 fois même supérieurs aux chiffres que donne le Tax Justice Network. Mais par précaution, le Tax Justice Network, pour bien montrer ce que le procédé et ce que les conséquences de ce procédé, a pris les chiffres minima. Et moi, j'ajouterais aussi un fait, c'est que tous ces oligarques, généralement, sont aussi collectionneurs d'art. Et quand on est collectionneur d'art, on ne paye pas d'impôts. Vos objets d'art sont défiscalisés. Donc, ça ajoute encore plus de richesse, on va dire, à ces personnes qui, bien souvent, peuvent s'acheter des appartements ou de grandes demeures avec un tableau de grande valeur, n'est-ce pas? Voilà. Oui, il y a eu du reste deux sociologues, deux spécialistes français qui ont fait un travail remarquable sur la grande bourgeoisie et qui ont publié plusieurs ouvrages justement sur ces questions du milieu de la grande bourgeoisie au niveau international, mais surtout français. Monique et Pinson-Charlot, et qui ont notamment décrit, qui ont rencontré des dirigeants de ces grandes sociétés, qui ont pu visiter leurs résidences, etc. Et ce sont de véritables musées. Tu as des tableaux, tu as des sculptures qui viennent de tous les pays du monde. Et puis alors, tu as tout ce qui se fait aussi au travers des salles de vente, où tu as des œuvres d'art qui ont été volées au peuple et qui sont revendues sous couvert par un tas de manipulations, de faux certificats, de complaisance, etc., qui ont été pillés en Irak, qui ont été pillés en Amérique latine, qui ont été pillés en Syrie, qui ont été pillés en Afghanistan, et que l'on retrouve aujourd'hui dans des maisons, dans les belles résidences, des châteaux de ces multimilliardaires en Angleterre, mais aussi en France et dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est fou. Hein. Et ça, l'aspect, tu as raison de souligner cet aspect qui est important parce que c'est un véritable pillage des richesses des peuples. Quand tu vois toutes ces sculptures, même des découvertes qui ont été faites par les peuples égyptiens ou autres et qui ont été enlevées, pillées au prétexte de retracer l'histoire, etc. Il y a des choses, des lieux magnifiques. Des sites qui ont été complètement dépouillés, notamment dans les pays du monde arabo-musulman, en Iran aussi, et que tu retrouves aujourd'hui dans des collections privées, auxquelles ont accessible évidemment bien peu de personnes. Que la grande bourgeoisie entre elles pour se satisfaire autour d'une coupe de champagne. Ah, vous avez vu cette statue? Bien entendu. Voilà. Donc, et puis tu as à côté de ça quand même ce qu'il faut signaler, comme tu signales effectivement, avec raison, cet aspect du pillage des ressources des peuples, dont on parle peu du reste,
Et les policiers qui travaillent sur ces questions au niveau d'Interpol et au niveau français ont bien peu de moyens financiers et humains, du reste, pour remonter jusqu'au pillage de ces ressources, parce que souvent, ils arrivent au moment de faire leur conclusion, on leur propose de laisser l'affaire tranquille, parce que c'est évidemment un généreux donateur de la campagne du président de la République ou d'un ministre qui en est devenu propriétaire. Mais tu as à côté de ça un autre système de pillage qui est organisé. Alors là, c'est là qu'apparaît la collusion très fortement entre le pouvoir politique et l'oligarchie économique et financière. Ce sont les facilités. Alors c'est la protection des privilèges de la grande bourgeoisie. Et tu as par exemple ces 250 milliards d'euros qui ont été donnés en 2024 et 2025 au patronat français. Donc 80. Ce sont des aides publiques, on précise, ce sont des aides publiques, donc oui, fonds alors publics qui ont été attribués. Alors, voilà. Alors, ce sont des aides sous différentes formes. C'est pas forcément de l'argent. Ça peut être des exonérations de cotisations sociales. Ça peut être des exonérations de charges, de paiement de cotisations sociales. Et je montre bien, je pense que je montre de manière claire dans le livre, justement. J'y suis justement parce que j'allais l'évoquer. Donc, je suis sur les pages là, justement. Et tu as, par exemple, pour les charges, le grand patronat, quand on entend les dirigeants du MEDEF qui sont toujours en train de se plaindre, mais nos entreprises croulent sur les charges, mais c'est terrible le système français, nous avons un système d'impôt, il faut en finir. C'est ce que n'arrête pas de dire la droite, les Républicains, l'UDR, tous ces gens-là, le Rassemblement national. Eh bien, moi, je me suis intéressé à des chiffres que ces gens-là ne donnent jamais. C'est ceux qui sont produits par la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Et la Commission des comptes de la Sécurité sociale a établi que le manque à gagner provenant des différentes exonérations de cotisations sociales est passé, c'est-à-dire essentiellement pour les grandes entreprises, est passé de 74,3 milliards d'euros en 2021 à plus de 90 milliards d'euros en 2024. Alors voilà, si le grand patronat peut toujours essayer de contester ces chiffres, moi ce que je mets en face, tu as vu, je montre les trois principaux types d'aides sociales, d'aides qui sont faites aux entreprises. Hein. Alors parce que tu as aussi l'argent qui est donné des fonds publics au titre, par exemple, de la modernisation de l'outil, de la production, de la modernisation de l'outil de travail et de l'outil de production. L'outil de production et du maintien de l'emploi. Et en réalité, qu'est-ce que font ces entreprises quand elles reçoivent les fonds publics? Elles délocalisent, elles ferment, elles créent du chômage en France et elles vont construire des usines alors en Turquie, à l'autre bout du monde. Donc, mais c'est l'argent des contribuables français qui a été donné à ces entreprises. C'est 250 milliards d'euros. Les dirigeants du patronat français, du MEDEF, ils ont des comptes à rendre. Parce qu'il faut savoir, et alors là, tu as eu toute une étude qui a été faite par les chercheurs du Centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique, le CLERC, de l'Université de Lille, qui a travaillé avec la CGT pour déterminer le montant des aides publiques. Donc, d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent l'administration qui recense le montant de ces aides publiques, combien telle entreprise a touché, qu'est-ce qu'elle en a fait, etc. Eh bien ça, il faut savoir que ça n'existe pas en France. Tu n'as aucune administration qui recense la totalité des aides qui sont données aux entreprises, principalement aux sociétés transnationales, et qui ne suit leur devenir. Alors, c'est-à-dire que, bon, quand tu as des entreprises qui reçoivent, alors tu peux les prendre les unes derrière les autres, hein, Renault, Sanofi, etc., quand tu vois que ces entreprises reçoivent des aides de l'État, qu'elles ferment des filiales en France, qu'elles créent du chômage en France pour aller construire des usines à l'étranger, au prétexte que, comme l'a dit un jour, hein, c'était dans les années 2005-2006, un directeur de Renault qui s'implantait à l'époque, implantait à l'époque Renault au Maroc. Et donc, il y a eu tout un raout qui a été organisé. J'étais sur place à l'époque au Maroc et j'étais invité. Je suis rentré dans la réception où tu avais Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président de la République, avec
Florence Parisot, qui était la présidente du MEDEF. Et j'ai été voir un des cadres supérieurs de Renault et j'ai dit, mais attendez, là, vous êtes déjà implanté en Roumanie et vous venez construire une usine au Maroc. Il dit oui, mais le Maroc est moins cher que la Roumanie. Voilà, c'est ça. Et alors je lui dis, mais alors le Maroc n'a pas vraiment de classe ouvrière qualifiée pour la production automobile. Ah oui, mais nous avons trouvé un arrangement. L'État va mettre en place des centres de formation, c'est-à-dire que l'État va payer la formation des travailleurs qui vont aller travailler dans l'entreprise Renault après. L'État marocain, hein. Voilà. Ah oui, merci de préciser. Oui, ouais. Voilà comment ça se passe. Et donc ces chercheurs, ils ont constaté, alors ils ont été obligés de frapper une multitude de portes pour arriver à déterminer le montant des sommes qui étaient données au patronat français, qui est toujours en train de se plaindre, hein. On a un système d'imposition qui paraît-il terrible, mais enfin, il faut savoir quand même que d'environ 30 milliards d'euros par an dans les années 1990, d'année en année, la montée en charge des aides publiques a été spectaculaire. Et depuis 2001, elle a atteint, je crois, un montant, je donne les chiffres précis dans le livre, de plus de 100 milliards d'euros par an dès 2008. On était en 2019 à près de 160 milliards d'euros par an, 157 milliards d'euros par an en 2019, pardon, et on en est aujourd'hui à 250 milliards d'euros. Alors, parce que là-dedans, en plus, tu as des aides de l'Union européenne. Alors, les aides de l'Union européenne, c'est grosso modo 9 à 10 milliards d'euros. Mais savoir qui touche quoi et pour faire quoi, impossible. Et pourtant, ce sont des fonds publics. Tu vois? Donc ça, c'est un véritable pillage des ressources de l'État. C'est ce qui me fait dire, alors pour prendre une image un peu humoristique, je veux dire, le président Macron et le MEDEF, c'est un peu Alibaba et les 40 voleurs, hein. Tu vois, parce que ce sont essentiellement les sociétés du CAC 40 dont l'actionnariat est principalement maintenant étranger. Voilà, qui pilote ces entreprises. Alors, ils pilotent ces entreprises pas pour développer l'emploi en France, pas pour le mieux-être des travailleurs français, pas pour augmenter les salaires, pas pour moderniser l'outil de production, mais pour réaliser des profits qui sont très vite partis dans les places offshore. Du reste, je donne un exemple où je mets en valeur encore les mensonges des dirigeants de McKinsey. McKinsey, au moment où il réalise où le président Macron les fait introduire dans l'administration française et va toucher des sommes, de copieuses sommes de l'État français. Et curieusement, ces sommes n'apparaissent pas dans le bilan de McKinsey. Quand je consulte les comptes de McKinsey, je donne dans le livre qui a fait quoi, le commissaire aux comptes, les sommes d'argent perçues par McKinsey, et puis ce que c'est devenu. Eh bien, c'est parti tout simplement, alors que les dirigeants de McKinsey se répandent dans les médias sur si, nous payons l'impôt en France. Oui, mais malheureusement, quand tu regardes le bilan du Cabis Société et les comptes qui sont faits par les experts aux comptes, il y a marqué que le résultat étant négatif, la société ne paye pas d'impôt. Je résume, la formule, c'est ça. C'est-à-dire que McKinsey n'a pas payé d'impôt alors que ses dirigeants prétendaient avoir payé l'impôt. Alors où est passé l'argent? Il est parti dans le Delaware, l'État du Delaware aux États-Unis, où McKinsey a une filiale. Ou dans d'autres. Ça, je veux dire, à partir de là, il y a, comme tu disais, une opacité terrible qui fait que tu ne peux plus suivre l'argent. Je veux dire, même il faudrait donner des moyens aux inspecteurs qui travaillent sur ces questions financières, des moyens humains et financiers. Mais pour ça, il faut un pouvoir qui rompe véritablement avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, quand il s'agit de TPE, de PME ou même de micro-entreprises, là, il y a de vrais contrôles qui sont faits, ou même peut-être aussi pour enquiquiner certains d'entre nous qui possèdent des entreprises, n'est-ce pas? Je ne citerai pas de nom. Là, il y a des contrôles fiscaux qui tombent et on épluche tous les comptes. Donc, c'est là où il faut s'interroger aussi. Et puis, on parlait aussi de, effectivement, l'enrichissement de ces grands groupes. Et à contrario, on a toutes ces petites entreprises qui ferment les unes après les autres pour
cause de charges sociales trop élevées, de fiscalité aussi trop élevée. Donc voilà, c'est le deux poids deux mesures, quoi. Oui, tout à fait. Il y a un véritable harcèlement des services fiscaux sur tout ce qui est micro-entreprises, TPE, PME, qui sont confrontés souvent à des contrôles fiscaux. Je veux dire, alors que c'est pas là que se trouve Moi, je souhaite que ces contrôleurs fiscaux qui vont embêter, ennuyer, contrôler, harceler des chefs d'entreprise qui souvent bossent le samedi, le dimanche pour tenir leur entreprise à bout de bras, la tête hors de l'eau. Euh, c'est dommage qu'ils ne fassent pas preuve du même zèle pour aller contrôler les comptes de Sanofi, les comptes de grandes sociétés, les comptes de sociétés transnationales qui bénéficient de milliards d'euros de la puissance publique et dont ceux-ci et qui sont utilisés dans une opacité totale quand ils ne sont pas carrément évadés en offshore. Mais C'est là bon, qu'on voit. il faut C'est là répondre. qu'on voit la connivence et les accointances, quoi, j'ai envie de Voilà, dire. bah exactement. Mais c'est un peu comme pour le monde paysan, je veux dire. Tant Mhm. que, tant que les agriculteurs continueront de manifester contre la directive Intel par rapport à l'abattage du troupeau, etc., bah, ils sont voués à l'échec, ces agriculteurs. Ils sont voués à l'échec. Pourquoi? Parce que c'est pas à la directive qu'il faut s'en prendre. C'est à ceux qui les écrivent. Et ceux qui les écrivent, c'est quoi? C'est la Commission européenne, c'est l'Union européenne. Donc, tant que les agriculteurs ne dénonceront pas et ne demanderont pas la sortie de l'Union européenne, eh ben, ils iront mourir de directive en directive. C'est prévu, je l'ai écrit dans Bilan Noir, je ne sais pas si je reparle dans l'enjeu. Euh, euh, j'ai sorti un rapport qui a été fait à la commission agricole du Parlement européen, où il est programmé le nombre d'entreprises agricoles, d'exploitations agricoles qui vont disparaître d'ici 2030 ou 2040. C'est écrit noir sur blanc. Mais bon, il faut y accéder. Alors moi, quand je regarde les organisations syndicales agricoles, je m'excuse, mais de la coordination rurale à la FNSEA, ils ont tous le même programme. L'Union européenne, rester dans l'Union européenne, rester dans la zone euro. Eh ben, s'ils se plaisent dans l'Union européenne et dans la zone euro, qu'ils continuent de crever tranquillement. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors après, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut faire d'autres propositions. Et c'est pour ça que, tu vois, j'ai voulu montrer comment la grande bourgeoisie s'est organisée, comment l'Union européenne a été constituée, pas sous la forme d'Union européenne, mais d'abord de communauté économique, communauté européenne, à la sortie de la Et tu as Seconde Guerre écrit mondiale. dessus. Mais oui, et tu as écrit dessus. Voilà, en 1950 pour montrer ça et comment ça s'est développé. Et aujourd'hui, euh, mais alors les médias, bon, jouent un rôle là-dedans. Alors déjà, quand tu vois le niveau de certains journalistes, tu te demandes vraiment, c'est catastrophique. Mais d'essayer de comprendre les choses avec des faits. Mais tant que les agriculteurs resteront dans ce système de dire ah ben c'est la directive Intel, oui ça fait abattre nos bêtes, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que mais tout est programmé pour les faire crever, pour les faire disparaître. Et il faut et l'objectif, c'est d'avoir de grandes exploitations. C'en est tel que je donne des exemples dans le livre, et je le donne aussi dans Bilan Noir que j'ai sorti aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Euh, Tu as des propriétaires de centaines de milliers d'hectares aujourd'hui qui résident en Suisse, de terres agricoles, de forêts. Donc tout est fait pour aller vers des grosses des grosses fermes, des Oui. grosses Mhm. avec tout ce qui va en résulter après sur la qualité de l'alimentation et sur la santé des Français. Alors les agriculteurs, la plupart d'entre eux ont conscience de ça, mais ils n'ont pas conscience que la responsabilité, c'est l'Union européenne, parce que c'est là que sont prises les décisions pour l'agriculture française. Et tant qu'ils resteront dans l'Union européenne, ces directions syndicales, coordination rurale, confédération paysanne, FNSEA, mais ils dupent les agriculteurs en leur faisant croire que l'Union européenne, oh bah demain ça ira mieux, on va pouvoir modifier, on va comme dit les dirigeants de la coordination rurale, parce que les agriculteurs, les paysans que j'ai rencontrés, moi, à la base, quand je leur dis, mais attendez, vous avez élu des dirigeants qui sont pour rester dans l'Union européenne, parce que quand je consulte le programme de la coordination rurale, je ne vois nulle part sortir de l'Union européenne, je vois réorienter la politique agricole commune. Alors si on pouvait réorienter la politique agricole commune, excusez-moi, mais depuis 1950 qu'existe l'Europe supranationale et depuis le traité Maastricht de 1992, ça se saurait quand même.
Il suffit du reste de prendre tous ces gens, parce que c'est pareil, à l'Assemblée nationale, vous n'avez plus d'opposition. Parce que du Parti communiste au Rassemblement national, ils sont tous d'accord pour rester dans l'Union européenne. Alors je dis qu'ils ont le même programme politique, c'est pas juste. Ils n'ont pas le même programme politique, mais ils l'ont d'une certaine manière parce que rien ne peut être fait de différent tant que la France reste cadenassée à l'Europe supranationale, quelle qu'elle soit, une Europe supranationale. Et cette Europe supranationale qui va contre la coopération des peuples et des agricultures. Les paysans français ont tout intérêt à travailler avec la Russie, par exemple, ce qui leur est impossible et ce que leur interdit l'Union européenne, pour les obliger à recevoir du bétail, des produits, des productions qui viennent d'autres pays à des coûts moins chers et dans des conditions sanitaires qui n'ont rien à voir avec le système français qui était encore il y a quelques années l'un des systèmes sanitaires les plus au point au niveau mondial. Ben, on le voit là actuellement avec le poulet ukrainien, l'Ukraine qui ne fait pas partie de l'Europe, mais le poulet ukrainien, les œufs ukrainiens sont autorisés sur le territoire français. Et puis au moment aussi où on enregistre cette émission, parce qu'on est le 6 janvier, eh bien c'est le moment où les agriculteurs sont en train de se diriger vers Paris. Alors je diffuserai cette émission forcément la semaine prochaine. On verra ce qui se passera. On sera le 13 janvier, on verra ce qui se passera. Mais j'ai une pensée pour tous nos agriculteurs et tous nos paysans de France. Jean-Loup, j'aimerais qu'on parle également, avant qu'on bascule sur l'Union européenne et les partis politiques, et plus précisément les souverainistes, parce que vous les avez interrogés, quelques-uns d'entre eux en tout cas. Je voudrais qu'on parle des banques et du rôle des banques. Vous dites que tu dis que le droit est adopté aux exigences justement de la banque, adapté aux exigences de la banque. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, alors si tu veux, avant, je vais te dire aussi un mot sur ce que tu as dit par rapport aux agriculteurs. Je suis évidemment bien solidaire du mouvement des agriculteurs. Ce que je les appelle, moi, c'est à démettre les dirigeants syndicaux, leur direction nationale, qui vont contre leurs intérêts en leur faisant croire qu'on peut réorienter la politique agricole commune, alors qu'en réalité, ça consiste à continuer de les enfermer en leur faisant miroiter qu'on va arranger les choses. Et parce que les agriculteurs que j'ai rencontrés en bas, moi, quand je me suis déplacé dans des régions, ils tiennent un discours bien différent que leur direction nationale. Donc, j'en parle en connaissance du cause, parce qu'avant de faire mes études supérieures, j'ai travaillé pendant 4 ans à la ferme pour mes études secondaires, puisque je préparais un brevet de technicien supérieur grande culture élevage. Et donc, je connais les difficultés du travail à la ferme et je pense que je pourrais apprendre à plus d'un des politiciens qui viennent donner des leçons aux agriculteurs pour leur dire ce qu'il faut faire. Je pourrais leur apprendre à charger une charrette de foin et à reconnaître les bêtes qu'ils mangent. Alors après, concernant les banques, tiens, on va parler du Crédit Agricole puisqu'on est dans l'agriculture. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors, je vais pas revenir sur l'histoire du Crédit Agricole, qui est passionnante par ailleurs, puisque c'est une banque au départ qui a été créée par les paysans pour éviter les taux usuraires que pratiquaient les notaires ou les grandes sociétés auprès desquelles ils étaient obligés d'emprunter. Donc, nous sommes là au début des années 1900, au tout début des années 1900, et ils ont décidé de mettre ils ont créé les premières coopératives de banques agricoles. Et du reste, j'ai retrouvé, c'est pour te montrer que ce mouvement coopératif est très important. J'ai retrouvé des écrits de Lénine des années 1915-1918 où il parle justement des sociétés coopératives auxquelles il était opposé dans un premier temps et après auxquelles il a soutenu le mouvement coopératif en disant que c'était des entreprises, des coopérateurs civilisés, que ça préfigurait les sociétés socialistes par le fait que ceux qui sont propriétaires du capital, ce sont les producteurs, et que ce sont eux qui décident en réunion, en assemblée générale, de l'utilisation des fonds de leur coopérative, c'est-à-dire des bénéfices qui sont réalisés par l'entreprise, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on redistribue à chacun des sociétaires en fonction des bénéfices réalisés? Qu'est-ce que l'on consacre au développement de l'entreprise? Qu'est-ce que l'on consacre à l'installation de jeunes agriculteurs, etc., etc. Alors, le Crédit Agricole, histoire passionnante, bien sûr. J'en parle dans le Crédit Agricole hors la loi. Et puis, 4 ans plus tard, en 2005, dans
les démons du Crédit Agricole. Bon, là, c'était un peu un autre aspect, c'était un peu sur les dérives financières, c'est-à-dire comment une structure qui à l'époque était coopérative passe petit à petit à devenir une structure, une société anonyme. Tu as vu du reste que je donne dans mon livre le bonjour à René Caron, qui a refusé que je l'interviewe à l'époque, euh, dans un article qui se trouve au début du livre que j'ai intitulé René et moi. On se demande Et, pourquoi d'ailleurs. Pourquoi ce refus? ah non, mais c'est la question que tout journaliste devrait se poser. Personne n'a voulu se poser la question sur la place de Paris quand même. C'est un peu fort. Ouais, une banque, le Crédit Agricole, qui à l'époque, nous sommes en les années 98, 2001, 2002, 2003, réalise, alors il s'introduit en bourse en 2001, en décembre 2001, il réalise des bénéfices comme pas possible et dans le même temps, il programme la suppression sur plusieurs années de milliers d'emplois. Alors moi, la question est toute bête. Vous réalisez des profits comme vous n'en avez jamais réalisé et vous supprimez des emplois comme vous n'en avez jamais fait la suppression dans toute l'histoire du groupe Crédit Agricole. Bon, et pouvez-vous m'expliquer? C'était une des questions, ce n'était pas toutes les questions, bien sûr. Il m'a envoyé son avocat, un homme charmant que j'évoque aussi du reste dans le livre, puisqu'il a écrit sur les places offshore. Et il était bien placé, comme je le dis, pour parler de ces questions, pour avoir été l'un des conseils du groupe bancaire au niveau national, mais aussi de certaines caisses régionales de Crédit Agricole. Eh bien, il faut savoir, par exemple, je prends le cas du Crédit Agricole parce que c'est une banque qui est très enracinée localement et c'est celle qui compte le plus d'élus dans ces structures. Alors les élus, ça va depuis, ça peut être le maire de la commune, ça peut être le président du syndicat intercommunal, ça peut être un député, ça peut être un sénateur, un conseiller départemental. Ça fait beaucoup d'élus tout ça qui travaillent avec le Crédit Agricole. Bon, du moment que ça favorise les affaires, j'ai rien contre. Par contre, les choses deviennent différentes quand, par exemple, alors là, je rentre pas dans les détails, tu as vu, je l'explique dans le livre, parce que c'est des détails financiers et techniques, mais quand tu fais du lobbying auprès de députés pour faire voter une loi pour arranger une combine qui va profiter aux gros actionnaires du groupe. C'est ce que je démontre dans le livre. Bon, ça, tu fais comment? Ben, tu réunis. C'est un peu comme ça se passe au Parlement européen, où tu as les hauts fonctionnaires de la Commission européenne, pardon, pas au Parlement, à l'Union européenne, où tu as les hauts fonctionnaires de la Commission européenne qui rencontrent des lobbyistes, au point que ce sont les lobbyistes qui écrivent les premiers textes que vont reprendre les fonctionnaires pour les mettre en forme après. Alors on va vous dire, ah oui, mais aujourd'hui c'est transparent à l'Union européenne, il y a un registre où les lobbyistes qui viennent, qui rencontrent, sont enregistrés, etc. Ouais, sauf qu'ils se rencontrent soit dans des salles qui se trouvent à part, ils se rencontrent dans les locaux de Business Europe, qui est l'organisation auquel participe le MEDEF, qui regroupe tous les organisations patronales des États membres de l'Union européenne. Ça peut être dans des restaurants, ça peut être dans des salles de séminaire. Bon, je peux pas donner trop de détails, là. Mais il y en a déjà suffisamment dans le livre. Et ces gens-là, ils disent, ben voilà, il y a telle loi, par exemple. Bon, nous, on peut être mis en cause juridiquement, pénalement, si on prend des décisions et que on peut être attaqué par, oh bah, bon, on va écrire un texte de manière à éviter que les entreprises puissent être de telle taille, puissent être poursuivies pour, par exemple, si elles causent des dégâts, si elles causent si des entreprises qui sont responsables de dégâts économiques, sociaux ou environnementaux, pour qu'elles ne puissent pas être poursuivies. Ah, le texte va être mis au point pour favoriser ces entreprises, qui sont principalement des entreprises du secteur agroalimentaire, chimique, etc., pour satisfaire les propriétaires de ces grandes entreprises. Et puis, au Parlement européen, le Rassemblement national va voter avec le groupe Les Républicains, ils vont voter pour ce texte de manière à ce que les entreprises, les entrepreneurs qui sont responsables de dégâts environnementaux et sociaux ne puissent pas être poursuivis juridiquement. Voilà, c'est un exemple. Eh bien, dans le cas du Crédit Agricole dont je parlais tout à l'heure, tu as des députés au point que tu as même un député de la commission d'enquête, la commission de l'Assemblée nationale, je donne les noms et comment ça s'est passé, quel jour, qui a dit « il n'est jamais bon de légiférer pour un intérêt particulier ».
Alors quand tu as un député qui dit qu'il n'est jamais bon de légiférer pour un intérêt particulier et qu'en même temps il appelle tout le monde à voter pour la proposition de loi, c'est quand même assez grave, quoi. Alors tu évoques. Et ça, c'est un exemple, un petit exemple, hein, de la connivence entre l'oligarchie et le pouvoir politique au travers d'élus. Alors, tu évoques aussi les CCI et les CCA, et moi, je voulais avoir quelques précisions sur ça. Et alors, les CCI, ce sont les certificats coopératifs d'investissement, et les CCA, les certificats coopératifs d'associés. En quoi leur rôle est essentiel, et notamment avec le crédit agricole? Bah, dans le cas du Crédit Agricole, leur rôle est essentiel parce que tout simplement, euh, il y a une partie de ces certificats qui est dépourvue de droit de vote. Et le Crédit Agricole va émettre 33 millions, je crois, de titres, hein, je donne le chiffre avec les sommes que ça représente, pour pouvoir faire le développement de sociétés Crédit Agricole, société anonyme, CASA. C'est-à-dire que dans des sociétés coopératives dont il est précisé noir sur blanc dans le Code monétaire et financier que le capital d'une société coopérative ne peut en aucun cas être composé d'actions, mais seulement de parts sociales, c'est-à-dire que des parts sociales, la différence entre une part sociale et une action, c'est qu'une part sociale, quand tu votes en assemblée générale, quel que soit le nombre de parts sociales que tu as, c'est un homme égale une voix, alors que dans le cas d'une société capitaliste ou commerciale, comme l'appelle le Code monétaire et financier, ce qui à mon avis est une erreur, mais ça c'est autre chose, c'est le nombre d'actions que tu as qui te donne un nombre équivalent de voix. C'est-à-dire que celui qui a le plus d'actions possède le plus de voix. Alors dans le cadre du système coopératif, c'est un homme égale une voix. C'est-à-dire on ne vote pas en fonction de la richesse du portefeuille, on vote en fonction de l'idée. De ce que l'idée, de l'idée que l'homme défend. Et dans l'autre cas, c'est en fonction du profit que l'homme défend. Voilà. Et ces certificats coopératifs, ils vont être mis sur le marché et des caisses régionales, alors les dirigeants des caisses régionales vont acheter ces certificats coopératifs d'action de manière à les faire rentrer dans le capital pour que les caisses régionales deviennent propriétaires de la société anonyme Crédit Agricole. Mais je veux dire, il n'y a qu'en France que tu vois des trucs comme ça. Hein. Il n'y a qu'en France. Je veux dire, même au Canada, où tu as une forte interpénétration entre le système financier capitaliste et le système coopératif, tu crées quelque chose comme ça, tu auras une levée de bouclier des producteurs, même si la pression du système financier est très forte, hein, du système capitaliste financier, parce que les coopératives ont aussi besoin de finances, bien sûr. Mais il n'y a qu'en France que tu vois ça, avec des apparatchiks qui sont aux ordres, avec des gens qui se succèdent de la banque à l'État, Philippe Jaffray et d'autres, qui ont été des directeurs du Crédit Agricole, de la Caisse nationale de Crédit Agricole, de caisses régionales, parce qu'il faut savoir que les caisses régionales de Crédit Agricole ne sont pas des organisations démocratiques, dans le sens où, normalement, dans une société coopérative, qui sont des sociétés démocratiques, ce sont les sociétaires qui élisent leurs dirigeants. Mmh. Et dans le cadre de la caisse régionale, le directeur, tu as le président de la caisse régionale et tu as le directeur de la caisse régionale. Le président est élu par l'assemblée de la caisse régionale et le président, lui, est nommé par Paris. Et c'est en réalité le directeur de la caisse régionale qui fait la véritable gestion. Le président a plus un rôle, je dirais, pas de plante verte, mais a plus un rôle de représentation de la banque. Mais celui qui gère vraiment les finances et qui est en contact avec Paris, c'est le directeur régional, le directeur de caisse régionale. Bon, alors, ce sont des gens souvent compétents, mais qui n'ont pas de gros soucis. Visiblement, l'application des statuts de la coopération ne les empêche pas de dormir. Alors, est-ce que c'est la même chose pour le gouverneur de la Banque de France? Est-ce que lui aussi, c'est une plante verte ou non? Alors, son nom, c'est François Villeroy de Galhau. Il apparaît dans le chapitre des gardiens. Alors, les gardiens, ce sont ceux certainement qui veillent au grain, hein, qui sont là pour surveiller que tout va bien. Mais tu en parles surtout pour nous évoquer finalement son salaire. Alors, malgré le fort endettement de la France, qui, je le rappelle, la dette publique en France s'élève à près de 3 500 milliards d'euros, eh bien, lui, François Villeroy de Galhau,
a une rémunération de, tu dis, 310 678 euros bruts en 2024. Et puis, il ne bénéficie pas d'appartement de fonction, hein, le pauvre, mais du coup, il a quand même le droit à une indemnité de logement brut mensuel de 6 399 euros. Et puis en sus, eh bien en plus, en sus d'être gouverneur de la Banque de France, il est aussi le président de la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse. Et pour cette fonction, il a le droit à également à un revenu de 61 780 euros. Donc, que dire, que dire, que dire? Oh bah, c'est un gardien du temps, puis il est là pour appliquer les décisions, c'est un apparatchik qui vit bien, hein. Il appelle les gens à se serrer la ceinture, il fait des grands discours quand il est interviewé dans les médias sur la nécessité, tu as vu, je rapporte quelques-uns de ses propos, évidemment que les Français doivent faire des sacrifices, mais enfin lui, visiblement, pour lui, ça va, hein. Il n'y a pas de problème. Et puis il y a aussi quelque chose que je vais rappeler quand même, c'est que alors qu'il il est nommé par le président de la République, hein, et il a été renommé, bien sûr, comme il a bien rendu service. Et bon, il a quand même, il a un salaire, c'est un fonctionnaire le mieux payé, hein, le haut fonctionnaire le mieux payé de la République, si tant est que nous soyons encore en République. Comme dirait Alain Chouet, c'est plutôt monarchie. Enfin bref. Mais il a des bons résultats. Je pense que c'est pour ça qu'il est bien payé. Il a quand même de 2015 à. Je donne les chiffres, hein, je vais les lire pour pas commettre d'erreur, mais bon, parce que c'est vraiment en moins de 10 ans, de 2015 à 2024, alors que le bilan de la Banque de France ne s'est pas dégradé, et que de 2015 à 2022, elle a accumulé un résultat ordinaire avant impôt de 45,8 milliards d'euros, sous la direction de François, du petit François. L'honorable institution Banque de France a perdu près de 30% de ses effectifs quand même. Selon les rapports, alors là je m'appuie sur les rapports annuels de la Banque de France, ceux-ci ont régressé de 12 269 agents en 2015 à 8 813 en 2024, sans la moindre concertation préalable avec les représentants des usagers, des associations de consommateurs ou élus. Donc on a perdu, voilà, oui c'est ça, on est passé de près de 13 000 agents à 8 800 agents sous la direction. Et je pense que c'est pour ça qu'il est... Il est reconduit à son poste. Bah oui, parce que quand même, à l'époque, il y avait un ministre de l'économie qui s'appelait Bruno Le Maire, qui a fait des résultats similaires, hein, qui était quand Le même... sinistre de l'économie, c'est ça? Oui, le sinistre de l'économie, je l'appelle comme ça, oui. Oui, parce qu'il a quand même réalisé des choses formidables du point de vue de l'endettement. Depuis Pétain, depuis la France de 1940, personne n'a réussi un tel endettement, hein. Et puis il a aussi un passif, François Villeroy de Galhau, il a aussi un passif, hein, au sein de l'apparatchik, hein, tout simplement français. Donc il est connu. S'il a été élu, c'est c'est un fidèle. On va passer à l'Union européenne parce que tu termines, avant de terminer complètement ce livre, tu poses 5 questions auxquelles tu réponds. Alors, l'Union européenne est-elle démocratique? Quel bilan de l'Union européenne? L'Union européenne est-elle réformable? Comment sortir de l'Union européenne? Ou encore, comment changer l'entreprise? Pourquoi c'était important pour toi de faire un petit récapitulatif et de donner finalement ton sentiment sur chacune de ces questions? Bah parce que je pense que les gens sont, sont beaucoup trompés par les informations qui sont diffusées par les médias. D'une part, sur la réalité de l'Union européenne, son organisation, comment elle est née, comment elle s'est développée. Donc c'est nécessaire de le rappeler. Je l'ai fait en détail dans Bilan Noir, comme je disais tout à l'heure, publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et là, je le rappelle dans l'enjeu parce que je m'aperçois que souvent, par exemple, quand tu parles avec les gens, ils disent l'Europe. Et pour eux, la Russie ne fait pas partie de l'Europe, alors que le continent européen, ça va de la mer d'Irlande au détroit de Bering, en passant par Moscou.
et que c'est quand même la première puissance économique du continent depuis la fin du mois de novembre 2023. Et puis tu as d'autres choses, par exemple les gens sont trompés, et tu le vois bien avec le mouvement des agriculteurs, ils ont du mal à s'y retrouver. Ils voient les conséquences de la politique, ils voient de la politique de l'Union européenne, mais ils ne voient pas pourquoi, d'où viennent ces conséquences. Ils parlent de directives, mais qui écrit ces directives? Et pourquoi telle directive? Et au profit de qui surtout? Voilà, c'est ça qu'il faut. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Et là, tu as pu le voir, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'un parti souverainiste parmi les trois que j'ai sélectionnés, parce que ce sont ceux qui sont organisés nationalement, qui ont une audience et qui ont des programmes politiques plus ou moins cohérents selon les partis. Mais sur ces trois partis, tu en as un, c'est l'Union populaire républicaine, qui a bien mis en valeur ce qu'étaient les GOPÉ. Les GOPÉ, c'est l'acronyme de Grandes Orientations de Politique Économique. Et les Grandes Orientations de Politique Économique, c'est ce qui fait perdre la souveraineté de la France dans tous les domaines, principalement dans le domaine économique. Ce sont des directives qui sont écrites et décidées par la Commission européenne et qui dressent le cadre du budget national de chaque État membre de l'Union européenne. Et ces grandes orientations de politique économique, tu as vu, j'ai fait un court article pour rappeler ce que c'était, en renvoyant sur le site de l'UPR, qui est très bien fait sur ce point, tout au moins parce qu'il montre bien ce que sont les GOPÉ, comment elles ont été créées et comment ça évolue. C'est-à-dire que d'année en année, tu vois les directives qui arrivent, réduire les dépenses publiques, réduire les dépenses de santé, favoriser la libéralisation des entreprises, ça veut dire, alors il faut lire entre les lignes, mais c'est bien expliqué sur le site de l'UPR, ça veut dire favoriser la privatisation des entreprises, favoriser la privatisation du secteur santé. Donc, et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, par exemple, si 85-87% des Français résident aujourd'hui en 2025 dans un désert médical, c'est grâce aux directives de l'Union européenne. C'est grâce aux GOPÉ qui ont été décidés à Bruxelles par la Commission européenne. Alors, mais c'est valable dans tout un tas de secteurs, sur le secteur industriel, sur le secteur de la santé, sur la pêche, sur l'agriculture, etc. Et ces GOPÉ, c'est un point donc important, parce que les gens s'imaginent qu'il y a un débat à l'Assemblée nationale, au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, sur le vote du budget. Alors c'est vrai que tu as un budget qui est soumis par le gouvernement au Parlement, et le Parlement débat sur ce budget. Mais est-ce que ce budget a été conçu par le gouvernement pour répondre aux besoins de la société, pour répondre à l'attente des Français? En aucune manière. Ce budget, il a été préparé, écrit, à partir des directives qui sont transmises par la Commission européenne chaque année au président de la République, c'est-à-dire ce que j'ai dit et ce qui est développé, ce qui est bien présenté sur le site de l'UPR. Et il y a toutes les directives avec le contenu et on voit bien comment ça se traduit quand tu prends le secteur de la santé, que tu as une situation catastrophique. Aujourd'hui en France, par exemple, tu es sur un département du centre, le Lot-et-Garonne, ce que tu veux, tu tombes au moment des fêtes malade, tu tombes malade au moment des fêtes, tu veux contacter un médecin d'urgence, on te renvoie sur un service de garde qui se trouve dans le sud du département. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses 200 km pour pouvoir voir le médecin de garde. Tu vois, des situations qui sont devenues mais aberrantes. Et je donne bien les chiffres sur la santé parce que c'est primordial la santé. La santé, c'est ce qui permet de continuer d'exister et à partir de là de rêver et d'entamer et de faire des choses. Mais tu as donc ces GOPÉ, c'est un point décisif. Et j'ai voulu rappeler ce qu'était l'Union européenne, comment elle a été conçue au départ, comment elle s'est développée rapidement avec un centre de pouvoir unique, un parlement unique, une monnaie unique et puis une administration unique parce que on voit bien que ce sont des hauts fonctionnaires non élus qui dirigent l'Union européenne. Les députés du Parlement européen, ils servent à rien, ils sont là pour déplacer les virgules, pour dire on n'est pas d'accord avec ce texte. Alors ça va retourner au Conseil de l'Europe qui est composé des présidents des États membres de l'Union européenne, qui va renvoyer à la Commission européenne, qui va dire bon, ben, on va arranger ça autrement. Puis voilà, les textes passent comme ça. On l'a bien vu au moment de la crise Covid-19, où le plan de vaccination en France a été décidé sans aucune consultation du Parlement français. Il a été décidé, alors pour motif, raison d'urgence, etc., à Bruxelles, en moins d'un mois.
par la Commission européenne. C'est même pas passé, c'est passé devant le Parlement, mais il n'a rien eu à dire. Il n'y a pas eu de débat. C'est-à-dire que la Commission européenne a décidé du plan de vaccination des Français. Ah oui, mais c'était pour notre bien, etc. Ouais, bah aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des cancers qui réapparaissent. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais le chercheur Jean-Marc Sabatier a bien expliqué que la vaccination avec les vaccins à ARN messager affaiblissait le système immunitaire et que cet affaiblissement du système immunitaire allait provoquer l'explosion de maladies et surtout des gens qui étaient soignés vont se retrouver en difficulté et ils vont mettre beaucoup plus de temps pour retrouver un état normal pour ceux qui pourront le retrouver parce que en ce moment il y en a qui décèdent, on n'en parle pas trop. Hein. Mais donc si tu veux c'était bien nécessaire, il m'a paru nécessaire de montrer que la concentration du capital s'accompagnait d'une concentration du pouvoir politique. Raison pour laquelle, après l'Union européenne, les tenants, l'oligarchie financière, veut encore concentrer le pouvoir politique, en réduisant encore les pouvoirs, alors sous couvert de donner plus de pouvoir au Parlement européen. Mais en réalité, il s'agit encore de concentrer le pouvoir de l'Union européenne. On l'a bien vu dans le texte que je donne, notamment sur cette réunion qui a eu lieu, où il est dit très clairement qu'on peut se passer du droit de vote des Français, quoi. Alors, donc à la fin, c'était nécessaire parce que t'as dans le mouvement souverainiste, nous allons y venir, tu as une multitude de gens qui veulent le souverainisme, mais qui sont un peu perdus, quoi. Parce que sortir de l'Union européenne, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui le disent clairement et de manière très claire. Tu as un tas de... on y viendra quand tu m'interrogeras là-dessus, je pense. Mais c'est quelque chose de très complexe et en même temps très simple. Mais pour y voir clair politiquement, il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants et qui fait quoi. Alors même politiquement, on va le voir que c'est pas si simple que ça. Alors tu fais un petit tour d'horizon hein, des différents partis politiques en France, mais tu as interrogé 3 partis dits souverainistes et tu leur as posé en fait 3 questions, les mêmes questions à chacun. Donc tu as interrogé Philippot des Patriotes, François Asselineau pour l'UPR et Fadi Kassem pour alors c'est le PRCF, c'est le pôle de renaissance communiste en France, pardon. Pourquoi ces 3 partis en particulier qui ne disposent pas, on va dire, du même nombre d'adhérents en plus, hein. Oui, alors voilà, ça c'est une bonne question, comme les autres. Mais je vais te dire pourquoi, parce que les gens sont un peu perdus et ne peuvent pas s'y retrouver. Le mouvement souverainiste en France, c'est un mouvement qui est riche d'une multitude, il y a des centaines d'associations, de cercles de réflexion, comme le cercle de Michel Gillot, par exemple, dans la région bordelaise, souverainisme et démocratie. Et tu as surtout, par exemple, le cercle Penser la France, qui est animé par Jean-Luc Pujol, qui qui réfléchit à vouloir rassembler et faire agir ensemble sur des questions essentielles les principaux partis souverainistes. Ça fait 15 ans qu'il travaille là-dessus et ça serait du reste un bon sujet d'interview à lui tout seul, qui parle de son parcours pour essayer de faire travailler ensemble les mouvements souverainistes. Et tu en as une multitude, hein, je ne vais pas tous les citer ici, mais tu as Place d'Armes qui a été essentiellement conçu par des militaires, tu as le Front Populaire, tu as Solidarité et Progrès de Jacques Cheminade, etc. Tu as des centaines d'associations souverainistes. Et quand j'ai travaillé sur ce sujet, que j'ai étudié ce sujet, je m'attendais pas à trouver autant d'associations de réflexion sur les mêmes objectifs, c'est-à-dire comment rétablir la souveraineté de la France. Ça veut dire qu'il y a un besoin profond. Et ces associations, on dit, ah ouais, dans les médias, quand on parle, ah oui, mais non, on va pas l'interviewer parce qu'il représente que 20 ou 30 personnes, ou 50 personnes. Mais moi, je dis, c'est important, parce que quand tu prends ces associations région par région, et que tu vois le travail qu'elles font, avec très peu de moyens, mais qu'elles réunissent 20, 30, 40 personnes autour de gens qui viennent débattre de questions sur la démocratie, de questions sur la sortie de l'Union européenne, sur la sortie de l'OTAN, sur la sortie de la zone euro, de comment moderniser nos institutions. Mais ces gens-là, ils font un travail formidable, chacun dans leur coin, peut-être, mais
c'est un travail d'explication, d'information qui, de mon point de vue, est très important. Et il faut saluer le courage de ces gens-là, alors qu'ils viennent en plus d'horizons politiques très différents. Tu as des gens qui ont quitté le Rassemblement national quand ils ont vu qu'en réalité ils étaient trompés parce que le Rassemblement national n'est pas du tout pour la sortie de l'Union européenne, ni pour la sortie de la zone euro, ni pour la sortie de l'OTAN. En réalité, c'est la continuité du régime renforcé, autoritarisme renforcé. Mais et d'autres qui ont quitté le Parti socialiste pour les mêmes raisons, qui ont quitté le Parti communiste. Donc, tu as des gens qui viennent d'horizons politiques très différents et qui réfléchissent et qui ont fait le constat que c'était plus possible de continuer avec l'Union européenne et qui réfléchissent à comment en sortir. Mais ça, c'est important parce que c'est ce qui fait la richesse des propositions qui peuvent sembler parfois contradictoires, mais qui vont dans le même sens, qui sont sous-tendues par la même idée de retrouver la liberté française, de retrouver la liberté du génie créateur français, de briser les chaînes de l'Union européenne pour refaire vivre notre pays. C'est ça qui est important. Et tous ces gens-là, mais j'en ai vu des centaines. Et là-dessus, je me suis dit, bon, c'est pas possible. Quels sont les partis qui sont... Déjà, j'ai étudié les programmes des partis politiques. Alors là, je peux te dire, c'est du boulot parce qu'il y a des pages d'écriture. Et après, j'ai sélectionné. Je me suis dit, quels sont les partis qui sont ouvertement et clairement partisans de l'Union, la sortie de l'Union européenne, la sortie de la zone euro, la sortie de l'OTAN, mais pas seulement réaliser le Frexit, pas seulement sortir de l'Union européenne, et c'est surtout qu'est-ce qu'on fait après. Parce que ce qu'on fait après, il faut le prévoir aujourd'hui, l'esquisser au moins aujourd'hui. Parce qu'entre ce que tu prévois et le mouvement des foules, après, c'est ce qu'écrit le peuple, c'est autre chose que ce que tu as parfois prévu. L'histoire nous en montre de nombreux exemples. Et j'ai donc sorti les 3 parties où ces propositions étaient claires, à peu près claires. Il y a donc le pôle de Renaissance communiste en France. Alors là, j'ai été très surpris parce que personne ne parle pratiquement dans les médias du pôle de Renaissance communiste en France. Il faut savoir que c'est un parti qui est né dans les années 2000 d'une scission au sein du Parti communiste français. Et c'est un parti qui est important parce que les militants communistes de ce parti ont estimé qu'ils ne pouvaient... Alors c'est leur appréciation, c'est leur choix. Hein. Moi, je rapporte ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et leurs écrits. Ils ont estimé qu'ils ne pouvaient plus faire entendre leur voix au sein du PCF et ils ont préféré les orientations de la direction, des directions du Parti communiste français qui étaient pour l'Union européenne, pour la zone euro et contre l'OTAN, parce que le Parti communiste français est le seul parti qui, à l'Assemblée nationale, a déposé une motion pour la sortie de l'OTAN, une proposition de résolution pour la sortie de l'OTAN, il y a quelques années. Et si tu veux, ils se sont donc, eux, CPRCF, ce sont des militants communistes qui sont pour la sortie de l'Union européenne, pour la sortie de la zone euro, et qui font des propositions. Alors là, j'ai été stupéfait, mais pour la modernisation de nos institutions, pour la modernisation de notre entreprise, mais qui sont incroyables. Tu replonges, tu retrouves vraiment les idéaux de la révolution de 89. Avec, par exemple, je donne un exemple rapidement pour parler des autres quand même, et propose de réduire le nombre d'élus, comme le propose l'UPR et comme le proposent également les Patriotes. Mais il propose aussi ce que personne ne propose, bien au-delà d'inclure le référendum, évidemment, comme pratique, de supprimer le Sénat, mais surtout le mandat impératif. C'est-à-dire un mandat qui, contrairement au mandat représentatif actuel, oblige les élus à rendre compte de leur travail devant les assemblées qui les ont élus. Alors, dans une période à déterminer, selon le mandat, selon s'il s'agit du maire, du conseiller départemental ou du député, parce que ces 3 partis sont également d'accord pour revenir au triptyque commune, département, État, c'est-à-dire Assemblée, Parlement, conseiller départemental et commune, la base, la cellule démocratique, la commune, qu'il faut faire revivre. Et pour ça, qui étouffe actuellement avec des superstructures, des régions, qui sont tous d'accord pour supprimer les conseils régionaux, dont les gens constatent qu'ils prennent beaucoup d'argent sur les feuilles d'impôt, mais que les élus sont complètement inaccessibles. Mais tu as donc après, à côté de ce parti communiste, parti PRCF,
parti, C'est le pôle de renaissance pôle de communiste renaissance en communiste en France. France. Tu as l'UPR, donc, qui a été fondé plus tard parce que le pôle de renaissance communiste en France, la scission commence en 2002 au sein du PCF, et le pôle de renaissance communiste en France est fondé officiellement au mois de janvier 2024. Et c'est au PRCF qu'on va devoir justement, en 2005, il va mener une bataille vraiment déterminée contre le traité européen pour une constitution européenne, et plus tard contre le traité de Donc il est créé en 2003 en 2004. 2004, 2004, en d'accord. janvier 2004. 2024, d'accord. Et 2004. ils vont mener la bataille contre le traité, comme je l'ai dit, pour une constitution européenne. Et c'est à eux qu'on va devoir justement cette belle, ce beau résultat du non au TECE. Donc les bulletins de vote seront déchirés Sarkozy par la suite en 2008. Tu connais la suite avec le traité de Lisbonne. Et tu as donc l'Union. Après, tu as l'Union populaire républicaine qui, elle, est créée en 2007, donc 3 ans plus tard. Et contrairement à ce que dit M. Asselineau, ce n'est pas l'UPR qui est le premier parti souverainiste, mais c'est bien le PRCF. Et tu as au sein de l'UPR, quand tu consultes le programme politique de l'UPR, tu retrouves des propositions qui sont parfois similaires, voire communes. Déjà, le PRCF et l'UPR sont d'accord pour la sortie de l'Union européenne, pour la sortie de la zone euro, pour la sortie de l'OTAN. Et ils font des propositions pour la modernisation de nos institutions qui sont assez proches et qui sont même parfois identiques. Je parlais tout à l'heure du triptyque commune, département, État, mais c'est aussi valable dans d'autres secteurs. Et puis tu as les patriotes qui ont été créés plus tard par Florian Philippot, avec un groupe d'élus qui venaient et de militants du Rassemblement, qui venaient du Front National de l'époque, qui s'est transformé plus tard en Rassemblement National, et qui sont aussi d'accord, qui formulent des propositions pour la sortie de l'Union européenne, pour la sortie de la zone euro, pour la sortie de l'OTAN. Alors après, quand tu regardes les programmes politiques des 3 partis, de mon point de vue, le plus cohérent sur le plan politique et économique, c'est le programme du PRCF. Par exemple, c'est le seul à proposer la nationalisation des sociétés du CAC 40 et la nationalisation du secteur bancaire et financier. L'UPR fait également des propositions qui vont dans ce sens, mais pas complètement. Et comme le souligne le PRCF, je pense que c'est important, il est nécessaire que la nation retrouve la maîtrise de ses finances et replace le rôle de la Banque de France, qui devait être un rôle non plus pour aller emprunter sur des marchés financiers, comme ça a été fait depuis 1978, comme l'a très bien décrit Pierre-Yves Rougeron dans son ouvrage, mais pour que la Banque de France retrouve son rôle par rapport à émetteur et régulateur des activités financières du pays, si on peut résumer la formule comme ça. Mais tu as également des propositions de l'UPR, mais qui vont moins loin sur les nationalisations. Et surtout, tu as au PRCF, et ça m'a rappelé des débats que j'avais eus avec Hervé Siriex quand je travaillais pour le mensuel du groupe économique Les Échos, le mensuel économique et financier. Et Hervé Siriex, qui est un ancien haut fonctionnaire, ancien dirigeant de sociétés transnationales, et qui est surtout l'un des principaux apporteurs d'idées en matière d'organisation d'entreprise. Et il a publié un livre il y a 20 ans aujourd'hui, mais qui est toujours d'actualité, qui s'appelle Alerte sur notre contrat social, et où il montre bien comment le type d'entreprise anglo-saxon que veulent imposer les dirigeants aujourd'hui, c'est-à-dire le tout actionnaire, quelles que soient les conséquences sur le plan de l'emploi, de l'environnement, du social. L'objectif, c'est l'enrichissement de l'oligarchie économique et financière. Point barre, ça s'arrête là. Le reste, c'est du détail, c'est du pipeau. Et il est très bien expliqué, Hervé Siriex, et je reprends du reste des extraits de son passage en le citant, qu'il s'agissait de passer de l'entreprise instrument au service de l'organisation à l'entreprise organisation au service des citoyens.
c'est-à-dire au service des acteurs de l'entreprise et pas seulement les actionnaires, mais que que l'entreprise soit aussi, que le terrain des idées ne soit pas seulement réservé au service marketing, si tu veux, ou innovation, tu vois, et qu'il y ait vraiment qu'on aille vers l'entreprise démocratique. Et c'est pour ça que j'ai travaillé moi aussi depuis des années sur le secteur coopératif et notamment sur le groupe Crédit Agricole. Pourquoi? Parce que c'était une banque. Et c'est intéressant de voir comment une banque coopérative, qui est donc une structure importante, avec une multitude de caisses locales, de caisses régionales, donc une grosse structure, la démocratie pouvait fonctionner. La pression des milieux financiers a fait qu'à partir avec la présidence de René Caron, le groupe s'est petit à petit éloigné du secteur coopératif pour être contrôlé aujourd'hui par les puissances financières. Et tu as chez les patriotes aussi des propositions, mais les propositions sur le plan économique, il n'y a pas de proposition sur la nationalisation du secteur bancaire et financier. Tu as des propositions de nationalisation des autoroutes, de réguler le marché agricole, les circuits courts, etc. Bon, ça c'est bien. Mais quand j'ai interviewé Fadi Kassem, le secrétaire national du PRCF, il me dit très clairement, on ne peut pas faire le Frexit sans prévoir la nationalisation des entreprises du CAC 40 et du secteur bancaire et financier. Parce que il dit, sinon on se retrouve dans une situation à l'anglaise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on a retrouvé notre liberté. Bon, d'accord, on n'est plus dans l'Union européenne. Mais qui contrôle ton économie? Est-ce que pour autant l'Angleterre a retrouvé la maîtrise de son économie? Non. Qui dirige l'économie anglaise? La City, à Londres. C'est-à-dire les grandes banques et les grands instituts financiers, au point que tu as au sein de l'Union européenne le premier réseau d'évitement fiscal mondial, par lequel, qui regroupe plusieurs pays, qui regroupe le Luxembourg, la Suisse, le Luxembourg, la Suisse et la City, avec ce qu'on appelle le deuxième empire, ce que les financiers appellent le deuxième empire, c'est tout le réseau de territoires de places offshore qui gravitent autour de la City, si tu veux, avec toutes les îles qui sont les territoires et qui servent de places offshore pour le transfert de capitaux, pour exportation de capitaux, l'évasion fiscale, quoi, en gros. Mm-hmm. Donc, si tu n'as pas le contrôle de ta monnaie, et Fadi Kassem me dit, si tu ne contrôles pas ta finance, si tu ne contrôles pas l'économie, là, il s'agit de remettre en réalité l'économie. Le politique doit être au service de l'économie. Et ce n'est pas la finance qui doit diriger l'économie, c'est le politique. À partir du moment où c'est le politique, tu détermines et tu refais un plan national avec des grandes orientations pour remettre en chantier un grand service public de la santé, pour remettre en chantier l'agriculture avec des coopérations, relancer l'agriculture en France, permettre aux jeunes agriculteurs de s'installer sans s'endetter à vie, permettre des coopérations à l'international, parce que les marchés que la France a perdus aujourd'hui en Russie, pour les récupérer, je sais, il y aura du travail, hein. Mais dans le cadre de l'énergie, par exemple, pour relancer le nucléaire avec des petites productions, des appareils modernes, des centrales modernes, pour relancer tout un tas d'activités industrielles. La France est devenue aujourd'hui, personne ne le dit dans les médias, et c'est pourtant un rapport officiel qui a été fait par un institut qui travaille auprès du Premier ministre, qui a publié en 2020 un rapport dont je donne des extraits dans l'enjeu, où il est écrit noir sur blanc que la France est aujourd'hui l'un des pays les plus désindustrialisés d'Europe. Donc c'est pas rien, ça. Et que la France est championne en matière de délocalisation. Qui organise ces délocalisations? Le même grand patronat qui profite de plus de 90% des 250 milliards d'euros qui sont
qui vont irriguer le patronat français. Mais Voilà. très bien, sur le papier, j'entends notamment cette proposition de Fadi Kassem, et je rentrerai pas dans les détails des réponses que t'ont apporté ces trois présidents, on va dire, de groupe. Hein. Je laisse la surprise aux spectateurs parce que c'est très révélateur finalement de la personnalité de chacun. Moi, j'ai vraiment bien, j'ai trouvé ça. Et pourtant, tu as posé les trois mêmes questions. Et forcément, tu as eu des réponses différentes, mais ça a été révélateur voilà, révélateur de François de Philippot, de François Asselineau. Ça a été vraiment. Mais Oui. pour en revenir aux propositions de Fadi Kassem, étant donné qu'on sait que les États sont des États voyous, que l'oligarchie détient toute cette puissance financière, comment arriver finalement à les détrôner de leur trône? Ça va pas être évident. Nationaliser les entreprises du CAC 40, comment faire face à une puissance? Et c'est pour ça que le PRCF pose une question essentielle qui revient aussi au sein de l'UPR, c'est celle de la légitimité. C'est-à-dire qu'il faut que le nouveau pouvoir politique soit porté par un fort courant populaire, non seulement qui soit important en nombre, mais qui soit important en quantité, mais aussi en qualité. C'est-à-dire que le niveau de conscience de ce mouvement populaire, ce n'est pas seulement la prise de conscience de la sortie de l'Union européenne, c'est aussi que faire demain. Que faire pour changer, pour sortir, pour se libérer de ce système, de ce carcan de l'Union européenne? Alors, la réponse, elle est claire hein, du côté du PRCF. C'est on va pas tergiverser pour savoir si on sort de l'Union européenne, si on peut l'accommoder, si on n'en sort pas, etc. C'est sorti de l'Union européenne. À partir du moment où on dit sortie de l'Union européenne, il faut prendre des mesures. Alors, il faut savoir que je n'ai pas pu en parler dans le livre parce que je n'avais pas assez d'éléments quand j'ai rédigé le livre, mais actuellement, le PRCF est en train de préparer son nouveau programme politique. Et il l'a énoncé, je crois qu'il l'a énoncé dans les réponses, il me semble. Il l'a dit. Ah oui, il l'a dit. Oui, il l'a énoncé oui, dans les oui. réponses. Mmh. Oui, effectivement. Mmh. Mais je n'avais pas d'éléments pour en traiter, moi. Tu vois, je me suis appuyé sur le programme actuel. Et oui. Donc, et ce programme, ils entendent le faire vivre en multipliant les débats à travers tout le pays. Parce qu'ils sont très implantés, notamment, alors ils sont implantés à certains endroits dans des entreprises, mais aussi dans des universités, des facultés. Tu as pas mal d'universitaires qui travaillent autour au sein de la direction du PRCF. Tu as des grandes figures qui sont connues, comme Annie Lacroix-Rize. Tu en as d'autres qui sont proches aussi, comme Jacques Niconoff, qui a aussi tout un parcours. Donc, tu as, si tu veux, tu as vraiment un creuset de réflexion. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas le niveau national du PRCF qui discute du programme, qui prépare le programme. Ce ne sont pas la direction nationale avec des commissions autour. C'est que c'est tout l'appareil du PRCF qui, pour le moment, discute de ce programme. Les militants et qui discutent en contact avec la population, je suppose, on n'en est pas encore au stade du débat, mais qui fait remonter les propositions nationales. Et là, c'est encore affiné pour arriver à un programme, si tu veux, qui soit plus clair et plus complet et qui doit être publié, je crois, en 2026 ou 2027. Oui, c'est ce qu'il a annoncé là, dans quelques mois. 2026, je pense, si je dis pas de bêtises, en avril, Oui. quelque chose de mars-avril, parce qu'il y a un congrès, je crois, qui doit avoir lieu et qui doit Voilà. finaliser ça. Et qui va être Il me lancé. semble. Et ça sera un moment important. Et ça, c'est en train de se discuter actuellement, si tu veux. Alors, oui, mais pour sortir de l'Union européenne, il faut tout de même reprendre le pouvoir. Et ça, c'est le plus compliqué. Parce que j'évoquais tout à l'heure l'État voyou, et on est véritablement dans un État voyou. Tu sais, je vais raconter une anecdote. Alors, c'est un spectateur qui m'a envoyé ça. C'est là, il y a bientôt les municipales. On arrive bientôt dans l'échéance des élections municipales. Et c'est sur Ermont. Ermont, c'est une ville dans le Val d'Oise. Et il y a un élu de cette commune qui s'est détaché en fait de la majorité, déjà je pense en 2024, si je dis pas de bêtises, ou 2025, et qui a voulu créer son parti, donc dans le but, bien sûr, de se présenter là pour le mois de mars. Hein. Je pense que ce sera les élections auront lieu au mois de mars. Et ben figure-toi
que cet été, donc l'été 2025, il a eu d'abord une première déconvenue, un incendie au sein du local de son entreprise. C'est quelqu'un qui a je pense, une TPE ou une PME qui est bien implantée depuis quelques années. Et puis, un mois après, je pense à la rentrée, peut-être même avant, j'ai été voir, il y a eu des articles sur cette personne. Il y a eu un incendie chez lui, ou à la fin de l'été, mais il n'était pas là. Ni ses enfants, ni sa femme, ni sa famille, voilà. Heureusement, il n'était pas là. Et puis, il a décidé de se retirer de la course. Moi, je cite juste ça, cet exemple. Son nom, je vais le donner, il s'appelle Youssef, alors Kenish ou Youssef Kenash, je ne sais plus. Dans la ville d'Hermont, j'ai retrouvé effectivement les articles de presse. C'est un accident, bien sûr, c'est un accident. Bon, on peut s'interroger tout de même, je sais pas. Moi, j'ouvre le débat là-dessus, en tout cas. Oui, il y a tout un système électoral à repenser. Et c'est pour ça, du reste, que le PRCF, c'est le seul à le proposer, propose le remplacement du mandat représentatif par le mandat impératif. Parce que imagine que les élus, les députés par exemple, soient obligés de rendre compte devant leurs électeurs de ce qu'ils votent et de leurs travaux, de ce qu'ils font. Alors, on dira oui, mais c'est sur Internet, on a notre... Non, non, non. Le contact avec la population, quand on est élu par la population, on rencontre directement à la population. Parce que quand tu rencontres à la population, elle te pose des questions, elle t'interpelle. Et dans le cadre du mandat impératif, il y a la possibilité de révocation de l'élu. C'est-à-dire que si l'élu se fait élire, par exemple, en disant « Ah, je vais défendre l'emploi, etc. » Tu vois, territoire de Belfort, par exemple. « Oui, mais avec nous, l'emploi, la France, une grande espérance, etc. etc. » Et puis le gars, il vote, par exemple, il est d'accord, il laisse faire, il n'intervient pas contre la donation de la branche énergie réseau d'Alstom à General Electric. La population peut lui demander des comptes avec le mandat impératif. Là, il retourne tranquillement à l'Assemblée nationale, personne ne lui pose de questions. Alors que quand l'élu doit rendre des comptes sur son travail, parce que quand même, les dirigeants d'entreprise, eux, ils sont obligés de rendre des comptes quand même à leurs administrateurs. Il y a toujours un tas de magouilles qui font que les parachutes dorés, etc., etc. Mais enfin, tu as quand même un bilan qui est dressé. Et puis, ça se passe dans l'Assemblée générale. Et pourquoi est-ce que les élus, qui ont quand même un rôle plus important qu'un dirigeant d'entreprise, puisque ce sont eux qui sont quand même, ce sont eux qui font la vie qui font la vie de la cité. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne rendraient pas compte de leur activité et de leur bilan? Peut-être même plus d'une fois par an. Parce que regarde, un autre exemple, comment les conseils municipaux, la participation en France dans les conseils municipaux a pratiquement disparu. Les gens n'y vont plus. Pourquoi? D'abord parce que ils sont pris par le temps, puis ensuite ils vont se dire pourquoi aller au conseil municipal puisqu'on ne peut pas prendre la parole, on ne peut pas poser de questions. Alors effectivement, tu peux poser des questions. Il faut écrire ta question, il faut la soumettre, et puis si elle pose problème, elle passera jamais ta question. Alors, tu as des élus qui font autre chose. Moi, j'ai connu des élus communistes qui font ce qu'ils appellent les assemblées populaires. C'est-à-dire que quand tu as des grands chantiers qui sont décidés par la ville, avant que ça passe au conseil municipal, ils font 1, 2, 3, 4 réunions. Je l'ai vu faire par des élus communistes, ça. C'est-à-dire qu'ils réunissent, par exemple, réhabilitation d'une cité. Réhabilitation d'une cité, qu'est-ce qu'on fait avec les espaces verts? On va faire de l'isolation, comment on l'a fait? On va changer les fenêtres, le local des poubelles, quand tu as 600 ou 700 logements ou 800 logements, ça demande de concerter la population, de rencontrer que la population, les bailleurs privés, bailleurs publics, office HLM, etc., rencontrent et discutent et que la population donne son avis. Mais ça, c'est une minorité d'élus qui le font. Moi, je l'ai vu faire par des élus communistes en région parisienne et c'était passionnant. C'était passionnant parce que tu te retrouvais avec des salles où tu avais 500, 600, 800 personnes et avec des débats, je peux te dire, de haut niveau sur les incidences sur le loyer, etc., etc. Mais c'était passionnant. Et là, tu as une démocratie vivante. Tu as le creuset d'une démocratie vivante. Mais actuellement, dans la plupart des communes, le conseil municipal se réunit, décide, vote, puis pof,
Dans le meilleur des cas, on découvre dans le bulletin municipal que le centre de santé va fermer ou qu'on a ouvert un centre de santé mais qu'il n'y a pas de Toubib ou que le Toubib qui est là, non, tu vois, donc il faut refaire vivre la démocratie. Pour refaire vivre la démocratie, il faut que le courant, parce que c'est pareil, tu vas avoir des élections municipales. Mais les gens qui vont se présenter, t'en as vu beaucoup d'élus protester, toi? Alors il y a eu une protestation à un moment, puis ça s'est arrêté. Quand l'État a réduit les subventions aux communes, par exemple. Bon. Ouais, voilà. Alors, tu as des élus, maintenant, le truc pratique, c'est d'aller siéger dans des syndicats interdépartementaux. Il y a des qui touchent des jetons de présence, ils se retrouvent dans un tas de syndicats mixtes, etc. Non, il faut arrêter ça, il faut retrouver avec la commune, faire des coopérations entre communes sur les points où c'est nécessaire, arrêter avec les grosses structures pyramidales et faire des structures en réseau, et revenir quand même, parce que tous ces élus qui vont se présenter, mais ils sont tous d'accord pour la plupart, hein, exception faite des souverainistes, ils sont tous d'accord pour que leur budget soit soumis aux décisions qui sont prises à Bruxelles. Pourquoi j'irais voter pour un élu, moi? Alors attends, il faut arrêter, il y a des problèmes pratiques à régler dans la vie de la commune, d'accord, ok, mais après les finances, on va parler budget, parce que ça serait bien de se soucier du budget de la commune. Alors, oui, on vous a réduit les subventions. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher la réduction des subventions? Pose la question aux élus des communes. Qu'est-ce que vous avez fait contre la réduction des subventions? On n'y peut rien, c'est comme ça, la crise, l'Ukraine, etc. Alors non, arrêtez votre baratin. Si vous êtes élu, c'est pour défendre les intérêts de la population. Cette échéance des élections municipales, ça doit être aussi l'occasion, un mouvement d'enclencher un grand débat dans le pays, justement sur le rôle de l'élu et sur quelle politique pour sortir de l'Union européenne. Et c'est pour ça que la question, et alors moi je l'ai posée, tu as vu, je pose aux trois la question, mais vous êtes d'accord, vous venez d'horizons politiques différents. En gros, je résume ma question. Vous avez des désaccords sur de nombreux points, et c'est vrai que quand tu vois Philippot ou les dirigeants des Patriotes qui te disaient mais Trump c'est une chance pour la paix, etc., etc. Attends, c'est ignorer complètement qui a élu Trump. C'est ignorer que la campagne de Trump a été financée par les mêmes milliardaires que ceux qui ont financé la campagne du candidat démocrate. Je le dis dans le livre, du reste, ce bipartisme qui est construit par l'oligarchie pour enfermer les peuples dans deux partis, dans deux groupements politiques qui, au fond, ne touchent pas aux intérêts de l'oligarchie économique et financière. Bon, alors aux États-Unis, c'est républicain, démocrate. On voit comment ça a évolué au fil des années, depuis la création des partis républicains et démocrates dans les années 1800. Et puis, sur l'Union européenne, c'est gauche-droite. C'est-à-dire qu'on enferme l'opinion, on enferme l'opinion dans deux blocs politiques, gauche et droite, mais qui, sur le fond, font la même politique. Et on le voit bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, du Parti communiste au Rassemblement national, ils sont tous d'accord pour rester dans l'Union européenne, dans la zone euro et dans l'OTAN. Et du reste, s'ils avaient un minimum d'honnêteté, ces dirigeants, mais ils feraient le point de leur bilan depuis le temps qu'ils disent que l'Union européenne va permettre de créer des emplois, de développer nos entreprises, d'améliorer la santé, de protéger les agriculteurs, les pêcheurs, etc. Et qu'est-ce qu'on voit qui se passe dans les faits? En réalité, c'est tout l'inverse qui se passe. Au point, comme je le disais tout à l'heure, que la diminution des entreprises agricoles, elle est programmée sur l'ensemble des États de l'Union européenne. C'est dans un rapport que je cite, du reste, je ne sais pas si je le cite dans l'enjeu, mais que je cite dans Bilan Noir, l'Union européenne contre la France, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bon, donc tu vois bien là que tu as la nécessité. En réalité, ce qu'il faut, c'est arriver à faire prendre conscience au peuple de la nécessité de sortir de l'Union européenne, pourquoi et comment. C'est-à-dire, pourquoi il faut en sortir, comment il faut en sortir, et que faire. Ça, c'est la question qui est posée. Que faire? Et le que faire d'après, il faut le prévoir maintenant. Donc, c'est passionnant, c'est un débat passionnant. On vit une époque dramatique et passionnante en même temps. À la fois, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est tout l'enjeu, si je puis dire, qui nous attend, retrouver notre souveraineté, notre plein pouvoir. Et j'ai envie de dire que le titre de ton livre résume bien
La situation et les enjeux, puisque le titre de ton dernier livre, c'est L'enjeu, les souverainistes face à la grande finance, aux éditions Libre d'écrire. Merci beaucoup Jean-Loup pour ce long entretien, mais tellement passionnant. J'aurais pu encore rester, je crois, à débattre avec toi là encore de, de longues minutes, hein, je pense. Hein. J'ai vraiment pas vu le temps passer. J'espère que ce sera le cas aussi pour les spectateurs qui nous ont suivis. Ah, c'est moi qui te remercie, Kate, parce que comme tu as pu le voir, malgré les vidéos que j'ai envoyées, les promotions qui a été faites autour du livre, on ne peut pas dire que les médias, y compris de la presse libre comme toi, se précipitent pour évoquer le seul livre du reste qui rapporte les propositions, les principales propositions des trois grands partis souverainistes français. Et n'oublions et en plus de cela, n'oublions pas aussi que c'est un peu le récapitulatif de tes 30 années d'enquête dans le secteur de la finance. Et donc, c'est vraiment un livre très complet sur le monde qui nous entoure, les oligarques, on en a parlé, la corporatocratie aussi, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est, je pense que tu le constates toi-même, 30 ans après, c'est toujours autant d'actualité, malheureusement. Oui, tout à fait. Le pouvoir s'est concentré, le pouvoir financier et le pouvoir politique aussi. Mais ce qui est un peu catastrophique quand même, c'est la situation du peuple. Je veux dire, le rôle. Alors, je peux t'en parler parce que moi, je suis journaliste depuis 1972. Donc, j'ai vu comment ont évolué ou régressé plutôt les médias avec la concentration du capital, la concentration des médias, bien sûr, de grands groupes. Hein. On le voit aujourd'hui avec Bolloré. Ils savent que leur système est en danger parce que ça peut partir. Il y a ce qu'ils prévoient et puis tu peux pas tout prévoir en politique. Donc, ils ont besoin de contrôler les médias. On le voit à l'exemple du groupe Bolloré, c'est flagrant. Il n'y a pas que lui, hein, mais la volonté contrôler investissement qu'il fait en quittant l'Afrique de ses infrastructures pour aller sur Europe 1, Canal+, CNews, le Journal du Dimanche et d'autres titres. Donc, ils ont besoin de contrôler l'opinion. Mais est-ce que tu savais, par exemple, que Lynn Foster de Rothschild avait des parts dans The Economist? Oui. Et que là, elle tente de les revendre, justement. Là, ça a été annoncé au mois d'octobre. Elle tente de les revendre. Elle a 26,7%. Oh ben, elle va les placer ailleurs. d'actions. Voilà, elle tente de les revendre, là. Elle essaye là, depuis le mois d'octobre. Faudrait qu'elle les mette sur Quête TV. Non, 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 non. Pas de connivence, pas d'accointance, non. Merci pour cet espace de liberté, Kate. Merci, eh ben merci à toi. Tu vois, on termine quand même sur une note positive et un peu d'humour en plus. Alors ça fait pas de mal. Nous avons besoin d'humour et d'être énormément positif dans ce monde négatif. Et effectivement, et je t'en remercie énormément. Merci beaucoup, Jean-Loup. Je rappelle le titre de ton livre, L'enjeu, les souverainistes face à la grande finance, qu'on peut retrouver sur Amazon, j'imagine. Oui, tout à fait, sur Amazon et disponible auprès de l'éditeur aussi. D'accord, je mettrai les liens dans la description et je mettrai aussi le lien de la revue confidentielle de géopolitique profonde que vous pouvez tester pendant 7 jours gratuitement. Merci énormément Jean-Loup, merci beaucoup à tous les spectateurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin. J'espère que vous avez tenu le coup, hein, parce que normalement c'était très fluide, donc et que surtout vous pourrez agir maintenant. Voilà, on a tous un petit pouvoir et il serait grand temps d'agir en bonne intelligence. Merci Jean-Loup. À bientôt. À bientôt, Quête TV. À bientôt. À bientôt.